Bonsoir Marie-Angélique Savané, sociologue, militante féministe, femme politique également. Vous faites partie des pionniers dans la lutte pour la promotion des droits des femmes au Sénégal et en Afrique. Et si vos combats ont permis d'avancer certaines causes concernant les femmes, il reste quand même certains domaines où les femmes ont encore du mal à percer et je pense que la politique fait partie de ces domaines-là. Alors, leur leadership, les femmes, ne leur permet pas encore une certaine ascension en politique, même si avec la loi sur la parité au Sénégal, il y a désormais une bonne représentation des femmes dans les assemblées électives, en l'occurrence à l'Assemblée nationale. Alors, 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et plus généralement le mois de mars est consacré à la femme. On va essayer donc de comprendre au Sénégal quels sont les principaux obstacles qui empêchent les femmes d'avoir une certaine ascension dans le domaine de la politique. Vous savez, ça c'est la question fondamentale pour les femmes, parce que les luttes des femmes dans les années 60 par exemple, 70, 80, tournaient essentiellement autour de ce qu'on appelait la visibilité, l'intégration des femmes. La visibilité parce que les femmes n'étaient pas présentes ou représentées dans les différents secteurs, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit politique, au niveau le plus élevé, et donc n'avaient pas droit à la décision, et intégration parce qu'on avait réalisé que la plupart des programmes de développement des politiques publiques n'incluaient pas nécessairement les femmes. D'où l'évolution de la manière de penser des femmes pour arriver à ce qu'on appelait le genre, c'est-à-dire tenir compte dans tout ce qui se fait des relations sociales qui existent entre les hommes et les femmes et les intégrer dans les programmes publics, des politiques publiques, dans les programmes de développement et jusqu'au niveau du développement local, dans les projets, etc. etc. Donc, ceci n'était pas simple parce que beaucoup de gens pensaient que c'était seulement une question de visibilité, qu'il y ait une quantité de femmes visibles sur la sphère publique et le problème était réglé. Or, le problème que certains mouvements féministes, en l'occurrence un mouvement comme Yewi a dit, le problème ce n'est pas que ça. Le problème c'est d'abord et essentiellement les femmes qui sont insérées dans un système patriarcal et ce système est organisé de telle manière que les hommes, de par leurs privilèges, de par le pouvoir politique qu'ils ont établi une hiérarchie où les femmes se retrouvent au niveau le plus bas, tant dans la famille, ce qu'on appelle la sphère domestique, qu'à l'extérieur, ce qu'on appelle la sphère publique. Et c'est normal que les femmes, donc, ne pouvaient pas être représentées dans les assemblées électives, etc. Et même dans la sphère économique, dans le secteur privé aussi bien que dans le secteur public. Donc les premières luttes des femmes, c'était vraiment la visibilité. Comment faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui aient accès à l'éducation, qui puissent avoir les diplômes et la formation professionnelle qui s'y est, pour être partout où cela a été faisable, au même niveau que les hommes. Ça, je pense qu'on a atteint ce niveau-là dans la mesure où quand même, il y a eu des centaines et voire des milliers de femmes qui ont pu avoir accès non seulement à l'enseignement primaire, mais surtout secondaire et le niveau universitaire qui a changé complètement la donne. On voit beaucoup plus de femmes visibles dans les sphères de haute compétence. Alors, mais ce faisant, le problème que l'on a découvert, que Yewi dénonçait depuis les années 80, qu'on s'est rendu compte, bon, mais c'est vrai qu'on a maintenant des postes de direction, les femmes sont devenues députées, elles sont éligibles, il y a des femmes dans les gouvernements, on en tient compte de plus en plus, mais comment se fait-il que les problèmes fondamentaux des femmes demeurent, qu'on n'y trouve pas de réponse et peut-être même s'aggravent dans bien des cas? Je prends un cas qui intéresse tous les hommes et surtout les femmes, c'est la polygamie. Avant, il fut un temps, les premières revendications des femmes depuis l'indépendance tournaient autour de l'abolition de la polygamie. Parce qu'un pays comme la Guinée de Sékou Touré l'avait fait, la Tunisie de Bourguiba l'avait fait, et les gens pensaient que c'était une étape pour libérer les femmes. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que c'est pire. Les féministes sont-elles contre la polygamie?
Oui, c'est un principe de droit, d'égalité. Pourquoi? Si un homme ne peut pas accepter que sa femme ait plusieurs hommes, pourquoi est-ce que les femmes, c'est elles qui doivent toujours accepter cela? Mais le principe de fond, c'est l'égalité. L'égalité dans l'accès aux droits, l'égalité dans l'accès aux opportunités, qui fait que, à l'heure actuelle, on a l'impression que, parce que beaucoup de femmes ont fait des études beaucoup plus longues, quand elles arrivent au bout du compte, elles ont du mal à trouver un mari. Et souvent, les jeunes femmes me disent, mais vous êtes quand même planquées, comme elles disent, mais nous, on a besoin d'être mariés, etc., etc. Bon, ça, c'était un jeu un faux débat dans lequel je n'insisterai pas tellement, mais le droit à la contraception, le droit à la question de l'avortement, surtout dans des cas d'inceste évident, toutes ces questions, on ne les discute même plus. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas soulever ces questions, qu'aussitôt il y a une nuée d'hommes et qui ont trouvé des femmes pour les accompagner, parce que dans le cadre du 8 mars, j'ai reçu une vidéo où une femme s'en prenait, elle doit être Ibadou ou quelque chose comme ça, elle s'en prenait aux féministes en disant que ce sont des intellectuels, ce sont des journalistes la plupart qui sont dans les médias ou des femmes politiciennes. Or, elle oublie que dans le milieu rural, les changements profonds qui sont advenus, parce que les femmes ont commencé à comprendre le rôle qu'elles jouaient, son importance, et surtout le gain qu'elles apportaient dans la productivité au niveau familial. Vous allez dans n'importe quelle communauté maintenant, vous avez des femmes qui sont organisées en association, en groupement, et qui essaient, au même titre que les hommes, de contribuer au développement de manière générale de leur localité, mais aussi de leur foyer, parce qu'elles ont un apport significatif pour l'éducation des enfants, pour la santé des enfants, etc., etc. C'est évident que ces femmes ne sont pas celles d'il y a plusieurs années. Beaucoup d'entre elles ont pu avoir accès à l'école et à s'informer, s'auto-éduquer et même à participer à des formations. Je suis frappée souvent, quand je vais dans des localités, de voir qu'il y a des femmes qui ont suivi peut-être 4, 5, 6 formations dans différents domaines, parce qu'au Sénégal, il y a énormément de projets de développement et chaque projet a une phase d'éducation. Donc ces femmes ont compris leurs valeurs. Elles ont compris qu'elles jouaient un rôle important dans la société. Donc elles ont de plus en plus envie de l'exprimer à travers les lieux où les décisions se prennent. Et je pense que la loi sur la parité a aidé parce que ça a obligé. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas encore la qualité. On a obligé les hommes à avoir des listes paritaires, mais le choix de ces femmes n'est pas toujours adéquat par rapport aux besoins. Et pourquoi le choix n'a pas été optimal? Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire, ici, on est dans le domaine de la politique. Les gens cherchent une femme qui est capable de mobiliser. Si elle fait venir des électeurs, si quand il y a des problèmes, elle mobilise, on va la prendre. Elle n'a pas nécessairement la capacité, je ne dis pas qu'elle n'est pas éduquée, elle n'a pas nécessairement la capacité de jouer un rôle, parce qu'on peut être quelqu'un qui est animateur, qui est communicateur, mais qui n'est pas nécessairement armé pour pouvoir poser, articuler les problèmes des femmes et faire des propositions sur comment changer cette situation. Et c'est un peu le côté paradoxal qu'on a au niveau de l'Assemblée nationale. Je vois dans les pays anglophones, j'ai été un peu partout et j'ai vu que ce soit un pays comme le Ghana, mais surtout le Nigeria, mais surtout des pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, on est stupéfait de voir la place que les femmes jouent dans les assemblées et vraiment à un niveau le plus pointu, le plus élevé. Elles ont des caucus où elles s'organisent entre femmes pour préparer des lois, les faire passer. Elles se battent pied à pied avec les hommes. Elles ont fait changer beaucoup de choses. On n'a pas cette culture encore. Les pays francophones ont subi un grand retard. Parce que je me souviens, à l'époque, j'étais directrice régionale pour l'Afrique du FNUAP. J'avais organisé une série de rencontres avec les femmes députées, les femmes ministres de toute l'Afrique, pour essayer de voir comment on pouvait les aider à une formation, ne serait-ce pour élaborer des projets de loi. Et ça a eu un succès phénoménal dans les pays anglophones. Par contre, les francophones, on n'a pas vu émerger.
il y a eu à l'époque des programmes pour former les femmes au leadership. Le leadership, c'est un mot un peu, bon, fourre-tout, on met tout dedans, mais le plus important aujourd'hui, c'est que ces femmes qui sont à l'Assemblée, qui ne sont pas très représentatives, parce qu'on les a choisies, on voit bien, parce qu'elles ont une grande gueule, elles ont le bagou, elles savent se défendre, elles ont confiance en elles, mais l'Assemblée, c'est pas pour ça. Vous voyez, donc toute la conception qu'on a, c'est mettre une escouade de femmes qui vont venir, qui vont se battre, qui vont faire ceci, cela. Qu'est-ce qu'elles ont réalisé concrètement en termes de projets de loi, de discussion des projets de loi pour introduire la dimension femme dans ces différents projets, etc. etc. Toutes les politiques publiques, à l'heure actuelle, ne tiennent pas compte nécessairement de la dimension femme. Parce que les femmes qui sont là-bas ne sont pas armées pour discuter d'un budget avec une perspective des femmes, etc. etc. D'où on revient à la formation. Je sais que beaucoup de femmes se sont fâchées. Je me souviens à l'époque quand on a commencé à faire venir les femmes à l'Assemblée, parce qu'elles disaient oui, vous prenez des intellectuels, nous on est là, on mobilise, on fait ceci, parce que la fonction de député est vue comme une récompense et pas un service. Et c'est vrai que c'est les femmes qui vont devoir faire changer cette donne-là si on était beaucoup plus formés. Oui, c'est le genre de sujet qui traverse les différences partisanes. Et à l'époque, dans les années 84, quand on créait l'IEU, c'était ça. Dépasser les différences partisanes pour qu'ensemble, les femmes, on puisse se mettre, qu'on puisse se réunir et essayer de voir quels sont les problèmes communs que toutes les femmes ont au Sénégal, qu'on les défende et qu'on avance petit à petit. Maintenant, c'est sûr, sur le plan idéologique, il y aura des différences. Il y en a qui voient beaucoup plus loin et d'autres qui ont des objectifs à court terme. Mais même les objectifs à court terme, il aurait été très important qu'aujourd'hui, on choisisse des femmes compétentes qui puissent aller comme Parlement de l'Assemblée nationale. Ça peut se faire aussi au niveau des communes. Dans les communes, il y a des problèmes encore beaucoup plus pressants, beaucoup plus difficiles, et il faut que les femmes soient armées pour pouvoir le faire. Vous me direz, les hommes ne le sont pas aussi. Mais nous, les femmes, parce que justement, on est porteurs d'un changement sociétal, c'est des femmes que viendront les changements. Ça, je le crois parfaitement, parce qu'elles sont tellement loin, c'est qu'en posant les problèmes qu'elles vont faire sauter des étapes aux hommes, à la gente masculine, etc., etc. Donc, la politique de ce point de vue-là était importante pour les femmes. Et en fait, on l'a compris seulement à partir de la conférence internationale de Beijing en 1995, quand les gens ont commencé à dire, maintenant, on a fait des différentes étapes, intégration au développement économique, droits des femmes, etc. Il faut là où les choses se décident, c'est-à-dire la politique. Et depuis lors, dans la plupart des pays, les gens ont fait ce travail de représentativité des femmes. C'est pas encore parfait. Il y a des pays où on voit la différence. Et c'est là où, à l'époque, on avait choisi Sankara pour signifier un peu la volonté politique. Vous voyez, quand un chef d'État décide, je vais donner les conditions pour que les femmes puissent être dans les lieux de pouvoir, ça marche. Aujourd'hui, le président Kagame, oui, il a fait de son assemblée une assemblée paritaire, non seulement en termes de nombre, mais dans la prise de décision, dans l'encadrement qu'on leur a donné, dans toutes les facilités qui ont été créées pour que ces femmes, à l'image des hommes, ou peut-être même plus, puissent aider dans les transformations sociales. Et on voit le résultat, oui, dans ce qui se passe dans ce pays, dans le domaine de l'éducation, dans la santé, l'hygiène, la prévention, etc. Et même dans le domaine du secteur tertiaire, où il y a beaucoup de femmes qui sont dans le numérique, etc. Le cas du Rwanda est intéressant parce qu'au-delà de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a des femmes qui occupent des postes de président d'institutions. Je pense que vous connaissez un peu le président Kagame, d'où lui vient, je ne sais pas, cette fibre-là de donner la chance à tous les genres. Vous savez, Kagame, j'ai eu à le rencontrer très tôt dans les années 2000, au début des années 2000, parce que j'étais la présidente du panel des personnalités éminentes qui s'occupaient de la gouvernance du MAEP. Oui. Et dans ce contexte-là, j'ai eu
voir de près et à voir comment il fonctionnait. Lui, il disait très clair, je viens d'une guérilla, j'ai vu l'importance que les femmes ont joué déjà là-bas, mais je vois que le pays qui sort d'un génocide, ce sont une majorité de femmes qui sont là, c'est une majorité de femmes qui est là présente et qui doit travailler. Je ne vais pas aller chercher des hommes quand j'en ai pas. Et il dit qu'il s'est rendu compte du potentiel extraordinaire que les femmes étaient, et surtout parce que ces femmes-là étaient engagées, elles faisaient un travail de service avec un esprit d'abnégation qu'il ne trouvait pas. Et il s'est dit, si on veut changer une nation, il faut changer la condition des femmes. Il a compris ce que Ben Badis disait le siècle précédent, et qu'on a vu, comme Thomas Sankara a essayé de faire cela aussi, dans un pays comme la Tanzanie, Nyerere avait essayé, c'est-à-dire tous les leaders qui avaient une vision, disons, sociale, maintenant on ne parle plus qui était d'orientation socialiste, ont compris très tôt que si on mobilise les femmes pour la cause du bien public, le changement se fait. Parce que dès le plus jeune âge, elles peuvent encadrer les enfants dans les maisons, donner les premières formes d'éducation, etc., etc. Et le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé avec des gens convaincus, des femmes qui n'avaient pas d'autre objectif de chercher une femme, de faire ceci, mais qui ont travaillé pour la nation parce qu'elles ont compris qu'elles travaillaient pour la prochaine génération. Leurs enfants qui devaient sortir de la pauvreté, de la misère, etc., etc. Voilà le genre de choses qui manquent. Un pays comme le Sénégal, par exemple, on croit que parce qu'on est seulement libre de faire ce qu'on veut, on est libre d'organiser les femmes, mais on ne change pas les mentalités qui créent cette dépendance des femmes ou les mentalités qui font que les femmes acceptent d'être toujours dans un second rôle. Pas parce que ce n'est pas une histoire de seulement dire elle est derrière son homme et tout ça. Le problème n'est pas là, mais c'est que c'est une perte. C'est une perte en termes d'intelligence, en termes de savoir-faire, en termes de capacité de transformer les choses. Parce que vous ne pouvez pas avoir plus de 50% de la population et vous dire, bon, elles ne pensent pas, on les laisse, et vous agglutinez autour de gens qui ont tellement d'autres faux problèmes dans la tête qu'ils ne peuvent pas être productifs. Alors, Marie-Angélique Savané, quelle place on leur accorde dans les partis politiques? Ben ça, c'est comme partout ailleurs. Hein. Oui. Ça n'a pas changé grand-chose. Il suffit, on est en pleine campagne électorale. Bon, vous allez voir, c'est les femmes qui mobilisent, c'est les femmes qui animent, c'est les femmes qui vont se battre pour que les choses se fassent, etc. Bon, c'est vrai qu'on a une nouvelle donne cette année, c'est l'éruption de la jeunesse de cette manière-là. Mais les partis politiques n'ont besoin des femmes que pour le nombre. Ça n'a pas changé beaucoup. Quand je regarde les leaders femmes, depuis les années 60 jusqu'à présent, les femmes ont servi essentiellement à mobiliser. Quand on a besoin, elles vont sortir toutes les femmes du quartier pour qu'elles soient présentes. Mais après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont ces femmes-là qu'on va emmener à l'Assemblée nationale. Elles savent mobiliser, mais elles ne savent pas défendre un programme. Elles ne connaissent pas le processus par lequel on passe pour faire passer une loi, etc., etc. Donc, chaque étape de la vie politique, il y a un personnage et un profil qui correspond. Et ça, on ne le réalise pas surtout. On oublie dans la vie politique, dans la vie publique. Vous allez dans le secteur privé, dans le secteur public, on parle de compétences. On ne va pas prendre quelqu'un parce qu'elle est capable de mobiliser des gens, on va lui dire on te donne tel boulot, elle ne pourra pas le faire. Donc, une chose, c'est de mobiliser, et l'autre, c'est d'avoir la compétence ou les compétences qu'il faut pour faire passer des choses qui vont transformer les conditions non seulement des femmes, mais des enfants, des hommes, etc. Et qui vont être dans un processus de changement sociétal. Et ça, faire comprendre aux partis politiques, c'est difficile. Avant, les partis politiques avaient des idéologies, avaient des visions. Et ces trucs, en fonction de ça, on formait les gens politiquement. Peu de femmes osaient se dire féministes. Mais elles disaient, ouais, mais moi, c'est pas sûr, c'était tabou. Mais maintenant, elles disent, je suis féministe. Même si elles mettent une définition autre, c'est pas important. Mais elles assument qu'elles ont le droit d'exiger un certain nombre de choses de la société. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Vous allez dans le secteur privé.
On regarde des postes qui étaient que des postes masculins. Maintenant, des femmes sont des niveaux de directrice, elles sont à un niveau de prise de responsabilité qu'on n'aurait pas vu il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, il y a un changement générationnel qui se fait et surtout un changement de paradigme. Les femmes vont être de plus en plus nombreuses que les hommes partout. Parce que, pour une raison évidente, la clé de leur libération, elles ont compris que c'était l'éducation. Avoir accès au savoir, avoir accès à la connaissance. Et c'est par ce biais-là qu'elles vont devoir maintenant, une fois qu'on l'a, on va revendiquer autre chose. Dans ce cas, si on a le savoir, on peut diriger. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une jeune femme qui décide d'être candidate. On n'aurait pas attendu ça. Même il y a quelques mois, personne n'y pensait. Mais pourtant, ça arrive. Et je crois qu'on aura de plus en plus des phénomènes comme ça, où des jeunes femmes vont décider qu'elles ont aussi la capacité de faire comme les autres. Après la conférence de Beijing de 1995, on a quand même pris... Enfin, il y a une initiative qui est le projet mondial de monitorage des médias qui permet d'analyser un peu la représentation et la présence des femmes dans les médias. Alors, est-ce que ça a évolué à votre avis? Parce que les rapports du projet mondial disent que jusque-là, c'est 20% des femmes qu'on voit contre 80%. Oui, au Sénégal, dramatiquement. Vous savez, pour Beijing, quand c'était un sujet majeur, je disais tout à l'heure, à l'époque, j'étais à New York et directrice pour l'Afrique du Fonds des Nations Unies pour la population. Et j'avais lancé une initiative en disant, cette fois-ci, on ne va pas prendre les Occidentaux pour nous dire ce qui se passe à Beijing. On va prendre des femmes des médias, les former. Et on avait formé effectivement dans le cadre de séminaires, on avait exigé que dans chaque pays, dans la délégation que le FNUAP prenait en charge, qu'il y ait une femme journaliste. Et j'avais sécurisé des fonds spécialement. On a pu avoir 60 femmes journalistes de l'ensemble de l'Afrique francophone, anglophone, lusophone et arabophone qui ont assisté à Beijing. Et jamais on a eu une aussi grande couverture de Beijing parce que c'était des femmes journalistes. Avant ça déjà, j'avais avec certaines camarades journalistes lancé l'idée de la création, et j'avais cherché les financements pour ça, de l'Association des professionnels africaines de la communication, l'APAC. J'ai été à l'origine de l'APAC avec une de mes sœurs qui était journaliste, Fatma Tasso. C'est ainsi qu'on a pensé à l'idée comment regrouper ces journalistes pour qu'elles jouent à deux niveaux. À un niveau personnel, de formation, de conscientisation, mais surtout à un niveau de transformation des réalités de travail dans les différents médias, mais dans le contenu. Et je me souviens qu'on avait rencontré par la suite le président Thomas Sankara qui nous avait invités au Burkina, et il disait justement, lui, il avait besoin d'aide, de conseils pour comment les femmes vont l'aider, ces journalistes, à changer les mentalités par des programmes de télévision, de radio, par des écrits, etc. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu une évolution, parce que quand je vois le nombre de femmes dans les télés, c'est assez impressionnant. Mais elles sont dans l'animation encore. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui sont dans l'analyse, qui sont dans l'organisation des sujets politiques, etc. Et quand elles le font, c'est plus encore, bon, c'est pas encore le niveau, mais en fait, elles n'ont rien de différent. C'est le niveau général qui a baissé. Il n'y a plus de grands journalistes. Aujourd'hui, on n'a plus ces grandes émissions où on avait des débats de haute facture. Bon, je ne vais pas citer des noms, mais quand on voit ce qui se passe les vendredis, on se dit, voilà, le niveau. On raconte des petites histoires, c'est les trucs de quartier, comme on dit, quoi. C'est comme on dit, bon, c'est des expressions comme ça qui montrent qu'on ne touche pas le fond des problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a une régression politique dans ce pays, parce qu'on n'arrive plus à articuler pourquoi moi je suis pour, pourquoi moi je suis contre, et quels sont les mécanismes par lesquels telle situation se produit, ou telle situation est changée, etc. Donc les femmes, moi je ne dirais pas le niveau est bas, mais le niveau général est bas, et dans ce contexte, elles représentent
ce que sont les médias aujourd'hui. Alors, quand on parle des femmes et médias également, l'autre question, c'est des femmes en tant que spécialistes dans les médias. Alors, souvent, nous, on se bat pour qu'on puisse avoir aussi les femmes qui parlent en tant que spécialistes, urologues, je ne sais pas, bactériologues ou bien, je ne sais pas, cryptologues. Mais souvent, c'est que quand on approche les femmes, elles refusent de prendre la parole. Il y en a qui te disent carrément que moi, je suis mariée, mon mari ne m'a pas donné l'autorisation de parler. Parce qu'on nous accuse. C'est normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans une société où, qu'on le veuille ou non, les normes sont les normes de la tradition, les normes sont les normes des cultures anciennes, et peu de femmes osent s'affranchir de ça, parce que souvent on paye le prix fort, et c'est lourd parce qu'on n'est pas encore suffisamment organisé pour soutenir les femmes qui décident de rompre et de passer à autre chose. Et dans le cas de la spécialisation, c'est évident qu'aujourd'hui, franchement, quand vous regardez le spectacle des médias, personne n'a envie. Moi, j'ai l'habitude des médias, aussi bien ici au Sénégal qu'en Afrique, qu'en Amérique du Nord et en Europe. Mais je ne vais pas aller dans un plateau pour se crêper le chignon où on ne parle pas de substance. En fait, le problème, c'est ça. La peur maintenant, c'est vous dites quelque chose contre quelqu'un, vous se voit attaquer, va dans les réseaux sociaux, vous insulte, parle de ça vous, fait le buzz. Votre qui, ça fait le buzz, mais parle de votre vie privée. Vous avez des enfants, vous avez un mari qui ne le supporte pas souvent. Alors c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la présence des femmes dans les médias est réduite. Moi, honnêtement, j'ose espérer que dans les mois à venir, on va assainir tout ça. Parce qu'il y a un travail d'assainissement qu'il faut faire sérieusement au niveau des médias. En quoi faisant? On n'est pas contre l'animation, mais il faut du contenu. Les médias participent de l'évolution sociétale. On ne peut pas transformer un pays si les médias ne suivent pas. C'est à travers les médias que se fait le travail de conscientisation, de formation, d'auto-formation, pour que les gens comprennent ce qu'on disait, information, éducation, communication. On ne parle plus maintenant de ces triptyques maintenant, mais il faut que les gens arrivent à ça. On ne peut pas transformer un pays, par exemple, oui, on a parlé beaucoup d'émergence, mais qui a compris? Il fallait un accompagnement, et ça voulait dire tout un programme de communication qui devait emmener du ministre qui prend la décision par rapport à un programme, jusqu'aux personnes qui sont dans une commune rurale la plus éloignée, qu'elles puissent adhérer et faire sienne cette décision. Et c'est comme ça que les gens, vous savez, on a parlé de Kagame. Kagame a réussi ça. Il communique, on n'en parle qu'à l'occasion. On vit au jour le jour. Et toutes les initiatives qu'on prend, c'est une initiative fast track. On dit fast track, ça veut dire quoi fast track? Et puis après on oublie. Après on va dire, voilà, on fait ça, on oublie. Or, c'est dans la durée que le développement se fait. Parce que c'est une transformation des mentalités. C'est d'amener les gens à se considérer différemment, à avoir un objectif et à mettre toutes les conditions pour atteindre cet objectif. Et c'est ça qui nous manque. Parce que le Sénégalais, on est un peuple de l'immédiateté. On veut tout aujourd'hui. Mais on ne veut pas se fatiguer pour on veut être témoin de ses propres combats. Comme on dit. Dès que c'est un peu compliqué, on râle. Pourquoi? Or, tout se fait dans la douleur. On accouche dans la douleur. On transforme une société dans la douleur. Il faudra une génération qui accepte de changer les choses avec les difficultés que ça a. Et progressivement, on atteint la souveraineté. Je ris quand j'entends des gens dire « Oui, on va devenir la souveraineté ». Quelle souveraineté aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Parce que ce pays est tellement dépendant, même pour manger. Les 3/4 de ce qu'on mange vient de l'extérieur. Comment vous voulez parler de souveraineté? Il faudra des années pour créer les conditions de l'autoconsommation. Nous parlons de la présence des femmes dans les instances de décision en politique, mais même dans la fonction publique internationale au sein de l'ONU. Aujourd'hui, il y a un groupe de femmes qui se mobilisent pour que le prochain secrétaire général soit une secrétaire générale. Et donc, il y a un mouvement qui s'appelle Global Women Leader, à la tête duquel il y a Maria Fernanda Espinosa, l'ancienne ministre équatorienne des Affaires étrangères, qui est présidente, qui mobilise les autres femmes. Avec Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, elle se mobilise parce que
près de 80 ans de création, l'ONU a fonctionné toujours avec des hommes. Quel est le regard que vous jetez sur ce combat-là? Non, ce combat, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il ressort maintenant. Mais pendant que c'est depuis qu'on a parlé de l'année internationale de la femme, on parle de la nécessité de réformer le système des Nations Unies pour créer des conditions qu'il y ait le plus de femmes. Moi, j'ai été dans la commission pour la gouvernance globale, à l'époque en 1995, et cette commission avait pour objectif la transformation, les changements des institutions internationales, dont les Nations Unies. Et j'avais écrit justement la partie du rapport sur comment faire en sorte que les femmes soient placées progressivement pour qu'on aboutisse à un jour, au même titre que les hommes, les gens puissent le faire. Mais le problème de la difficulté, ce sont les États qui votent. Donc les États, pour arriver à accepter qu'un État prenne une femme à la place d'un homme, c'est un système patriarcal qui fonctionne, même à ce niveau-là. Mais je crois que les temps sont mûrs maintenant. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir une secrétaire générale. D'autant plus que l'ONU est tellement décriée. Regardez avec ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Cette crise n'est même pas audible. Parce que les gens jouent le pouvoir, jouent la force publique militaire. Et du coup, l'ONU, espérons qu'une femme aura le courage de dire haut et fort le pourquoi de l'existence des Nations Unies. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque, après la guerre, les gens mettaient sur pied l'instance des Nations Unies, la femme de Roosevelt a joué un rôle important dans la création de qui. Elle a forcé son mari, elle a poussé et elle a joué un rôle très important même dans la définition du système, etc. Donc les femmes vont revenir parce que beaucoup d'hommes maintenant commencent à réaliser qu'il est venu le temps où les hommes vont se calmer un peu et donner une chance aux femmes d'essayer aussi avec leur méthode. Vous voyez, quand il y a eu le Covid, c'était frappant, les seuls pays où il n'y a pas eu de problème majeur, où ça a réussi, à l'époque étaient dirigés par les femmes. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Finlande, je crois, il y avait Taïwan et je ne me souviens plus du quatrième, il y avait 4 pays où ce sont des femmes elles ont réussi à mener les choses tranquillement sans qu'il y ait ni corruption, ni anxiété, ni ceci, ni cela. Et je crois que ça montre qu'il y a peut-être une autre manière de gérer les États qui ne soit pas toujours une question de rapport de contradiction, que ce soit par la force, un pouvoir qui ne pense qu'à s'imposer, par la force militaire, par la force de la consommation, par la force du modèle, qui est un modèle unique. Et je crois que c'est peut-être là, le moment, c'est le temps des femmes pour penser autrement notre société sur le plan international, mais ça commence au niveau national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici au Sénégal, il est important, je pense qu'après tout ce bruit-là, que les femmes se remettent ensemble, qu'on coordonne les activités et qu'on commence à parler d'une seule voix. Quand à l'époque, il n'y avait pas autant de mouvements de femmes, on parlait, on était obligé de nous écouter parce qu'on parlait d'une chose, on essayait de se battre. Le 8 mars, c'est comme ça que ça a été obtenu, parce qu'on parlait d'une seule voix. Maintenant, les gens divisent. Il y en a qui font des petites choses, d'autres qui... Et on oublie que dans tout ça, c'est un mouvement d'influence. Et oui, c'était ça. On voulait être un mouvement d'influence qui amène les gens à comprendre, à être conscients, à accepter et à promouvoir le changement. Et c'est ça, finalement, l'avenir pour notre pays, le Sénégal, parce que tant qu'on aura des hommes au pouvoir, ils vont voir Dubaï et oublier derrière Kédougou ou derrière Matam qu'il y a des réalités, qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Marie-Angélique Savané, merci beaucoup.